Quand vous voulez, messieurs. Bon, bienvenue à cette édition du F5 Podcast. On est avec Nicolas Bibic, crossfitter, récemment physiothérapeute. Tu as fini tes études quand? J'ai fini en décembre. Plus d'examen. Plus d'examen. Il peut s'entraîner la fin de semaine. Si je travaille pas. Si je travaille pas, maintenant c'est pire que les examens, tu as besoin de travailler. Explique-nous un peu comment tu as commencé, quand tu as commencé le CrossFit, ça, juste pour que les gens qui ne te connaissent pas sachent un peu c'est quoi ton background en plus de physiothérapeute. Ouais, fait que dans le fond, moi, quand j'ai commencé le cégep, c'était en 2013, fait que c'est septembre, automne 2013. Je voulais commencer à faire de l'entraînement en salle. Puis durant l'été, je m'étais intéressé au CrossFit, mais avec du recul, je me suis dit, bon, je voulais faire ça bien, de la bonne façon la première fois. Fait que je voulais apprendre la base de l'entraînement avec des back squats, des deadlifts, des barres d'haltéro avant de m'inscrire dans le CrossFit. Fait que j'ai commencé à faire du gym. Mon première expérience de gym, c'était des lifts conventionnels, deadlifts, back squats, tout ça. C'était à mon gym de l'école au cégep. Puis j'ai fait mon premier essai gratuit après avoir pratiqué pour une couple de mois. J'étais en décembre, c'était à Laval. J'étais ici avec Matt. C'était juste ici que j'ai fait mon premier essai gratuit en décembre. Puis juste avant ça, j'avais texté Matt que je voulais faire les games. Puis... Je me souviens, c'est vrai. Fait que c'est ça. Moi, à 18 ans, 4 mois dans le CrossFit, je voulais faire des games. Fait que j'ai dit, bon, apprends-moi ça. Puis on est parti depuis là. Ça a été un peu en off avec l'école, mais d'ici l'été, je vais m'entraîner des heures de malade, là, à 19, 18 ans. Là. Ouais, passer d'un snatch à 155 à genre 2,60. Genre, c'est ça, en quelques années. Pas en un mois, là, non, en beaucoup d'années de travail, là, mais oui. Ouais, non, c'est ça. Mais c'était vraiment ici que je me suis vraiment... j'ai parti ça dès le début. Fait que c'est parfait, là. Tu voulais aller au game, j'avais oublié ça, là. C'était fantastique. Parce que un des sujets du podcast, un peu, c'est la recherche entre ce serait quoi l'entraînement optimal. Pas nécessairement pour aller aux games, mais parce qu'on aime la performance. Ouais. T'aimes la performance, maintenant tu travailles justement rehab to perform, c'est pas genre rehab to be able to genre faire mes grocery stores, là. C'est genre pas to perform. Fait qu'on aime les deux la performance. Qu'est-ce que tu aurais appris justement de tes débuts, maintenant que tu es physio aussi? Est-ce que tu décrirais que tu t'entraînais plus de façon comme maximale, plus de façon optimale? Qu'est-ce que tu aurais changé pour que ce soit un petit peu plus optimal quand tu avais le temps de t'entraîner justement 2 sessions par jour, on s'entraînait 3 heures, des fois 4? Ouais. Qu'est-ce que tu changerais pour allouer ces 4 heures-là? Je te dis pas que c'était trop 4 heures parce qu'on le sait que c'est nécessaire, mais pour allouer ces 4 heures-là plus efficacement, si tu voulais être plus vers le optimal que le maximal, genre tu changerais quoi? Ouais, bien... Tous les exercices qu'on trouve maintenant, que des fois du monde sont comme « Ah, l'accessoire, c'est plate », là. Mais j'aurais vraiment mis plus d'emphase, tous les exercices accessoires. Tout ce qui est aller jusqu'à épuisement cardio, aérobie de base. J'aurais bâti aussi une plus grande échelle aérobique de longue distance. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très puissant. Mais tout ce qui était longue durée a toujours été rough, mais ça prend du temps à monter cette endurance-là, versus quelqu'un qui vient d'un background comme toi, de l'endurance en bateau, que moi, je cours un 2 km puis j'étais dans le dernier de ma classe. Là. Fait que tu sais, il y a ça aussi en conséquence. J'ai fait beaucoup de barbell au début, c'était parfait parce que je lift bien, toujours à ce jour, mais j'aurais passé plus de temps avec l'endurance de longue durée, beaucoup plus de temps d'accessoires, focusé sur des muscles que j'aurais pu plus isolé. Puis aussi, côté volume, c'est pas une question de volume, mais j'aurais pas été jusqu'à épuisement aussi souvent. Puis ça, c'est old school CrossFit, tu sais, genre do or die comme tout le temps. Mais là, on est plus smart, puis on sait comment gager. J'aurais fait plus d'intensité à 75-70% à travers la semaine. Puis non juste des go all out, pète-toi, next, wake up, do it again. Ou même dans la même session, on recommence. Ben, je pense que j'allais dire, dans le fond, pour être plus optimal, parce qu'on a fait un podcast justement avec Ben sur maximal versus optimal. C'est maximal, c'est facile. Comme tu dis, tu te réveilles, tu pousses le max que tu as, genre 2 ou 3 fois dans ta journée. Ouais. Puis là, à la fin de la journée, tu te sens bien parce que tu te dis j'ai tout donné. Mais si on regarde n'importe quel sportif de haut niveau, même maintenant en CrossFit, si on regarde un sprinter, il sort pas de la track, genre en train de crawler, genre pour être capable de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Ouais. Puis si on regarde un haltérophile, c'est la même chose. Ils max out pas nécessairement à tous les jours. Il y a peut-être des Bulgares qui font exception, mais bon, peut-être qu'ils boivent pas juste de l'eau non plus. Fait que pour maxer out, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais assez souvent, un haltérophile, il va faire des pourcentages pour builder vers être capable de faire un max. Ouais. Fait que
je pense que ça, je te rejoins là-dessus aussi. C'est un des trucs, des thèmes qu'on entend le plus souvent, là, des anciens CrossFitters qui disent, quand je dis anciens, pas nécessairement en âge, mais qui ont commencé il y a un certain temps, parce que tu as commencé il y a longtemps. Poussez un petit peu moins, faites plus d'accessoires. Puis là, maintenant, on commence à avoir une vague de gens, justement, qui font quasiment juste de l'accessoire. Ouais, c'est Fait vrai. que comment est-ce qu'on fait? Puis c'est dur, puis c'est pas une erreur parce qu'ils écoutent les conseils, dans le fond. Comment est-ce qu'on fait pour toi? Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une réponse parfaite, là, mais je me questionne beaucoup là-dessus, pour bien gager, tu sais, si j'ai 2 heures par jour, si j'ai 3 heures, si j'ai juste 1 heure, comment est-ce que je gauge mon temps, peut-être en temps de pourcentage ou en temps de priorité, pour être sûr que je maximise, dans le fond, mon entraînement. As-tu des pistes un peu là-dessus? Ouais, mais moi je trouve une affaire qui est vraiment pertinente que je dis souvent en rehab aussi, parce que moi mon but en rehab c'est de mettre leur exercice de rehab à travers leur entraînement, parce que moi rehab is training, puis ça a toujours été ça, ça devrait toujours être ça. Juste parce que t'es blessé, il faut juste partir un peu plus bas avant de revenir. Mais pour un exercice d'accessoire, tu sais, une solution vraiment facile, c'est à la place de dédier 1 heure à juste faire de l'accessoire, tu l'utilises en termes de filler entre des sets. À la place tu vas avoir un repos anyway de 2-3 minutes pour ton back squat lourd ou ton deadlift lourd, faire de la scap d'épaule ou faire de l'accessoire de core ou d'autres choses dépendant de ta faiblesse entre tes sets de gros lifts, tu vas prendre un repos anyway, tu optimises ton temps. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, que tu vas accumuler du bon volume, puis juste en faisant du repos anyway. Il y a ça. Puis, dans tes journées de recovery, low intensity, quand tu fais plus des affaires de actif, tu peux aussi mettre des circuits d'accessoires là-dedans. Là. Le rendre plus stimulant possible, varier les exercices, parce qu'il y a une centaine d'exercices qui peuvent travailler les mêmes muscles. Fait que si on mettait dans les mêmes routines, ça peut être plate aussi, ça en donne plein d'options, puis expliquer le contexte. Puis toujours le relier au contexte. Fait que si on ne le relie pas au contexte, qui fait des accessoires là, fait des accessoires là, la personne va perdre motivation, va plus vouloir en faire tant. Puis, mais si tu dis, mais check, quand tu fais ton snatch, regarde comment ton épaule est positionnée, mais c'est ça qu'on veut imiter avec cet exercice-là. Puis c'est pour ça que tel muscle fait moins sa job dans tel exercice, on le met là. Puis là, tu l'intercales de gros lifts, fait que la personne peut utiliser son accessoire, apprendre, le mettre en application dans un geste fonctionnel, puis repeat. Tu sais, apprentissage moteur. Fait que j'aime ça. Dans le fond, un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de. Fait que tu priorises ton entraînement. Dans le fond, c'est des back squats aujourd'hui. Fait que tu priorises qu'il y a des back squats à faire. C'est si tu perds, comme tu dis, ta première demi-heure ou ta première heure à faire quelque chose, puis après, tu n'as pas le temps de le faire, ça va être un problème. Puis là, après ça, comment est-ce que tu peux sprinkle autour, genre d'avoir le bon échauffement. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'échauffement, le bon ramp-up. Puis après ça, entre tes sets, peut-être justement, il y a des gens qui trouvent que c'est long prendre 4 minutes pour avoir un repos maximal. Ouais. Puis être capable de. Optimal. Mais dans le 4 minutes, ils pourraient justement travailler genre un mouvement accessoire. Ouais, c'est ça, vraiment. Ça, aussi quelque chose que tu as fait il y a longtemps puis qui a vraiment pris de la popularité aussi, c'est des imams. Là. C'est hot, là, parce que un imam, c'est des repos forcés, puis c'est pas si facile, parce que, genre, tu sais, fait que, tu sais, tout ce que tu as à dire, ben, tu fais back squat la première minute, puis la autre minute, ben, tu vas la prendre off anyway, mais tu t'imposes un mouvement qui va rentrer en comme 40 secondes sur 60, puis tu le roules comme ça aussi. Ouais, ça, c'est excellent. Puis, après ça, comment est-ce que. Là, on parle, mettons, dans la dynamique de l'entraînement en groupe. Là. Ouais. C'est sûr que si on fait du one-on-one, ça peut être différent. Ou si quelqu'un a genre 5 heures disponibles dans la journée, mais c'est pas tout le monde comme ça. Là. Surtout quand il commence à travailler. Tu dis, ça c'est intéressant, comment est-ce qu'on fait pour le garder dans le contexte? Fait est-ce que tu utilises beaucoup les mouvements? Si je regarde, exemple, Westside Barbell, ils ont tendance à dire que leur évaluation du mouvement, puis je dis pas nécessairement que c'est ça, je veux plus ton opinion là-dessus, la façon qu'ils vont évaluer un mouvement, ce sera toujours par le mouvement lui-même. Fait qu'ils vont faire une session de back squat, mais ils ont des gens qui sont déjà pas mal proficient, genre à faire. Ouais. Ils vont faire une session de back squat, ils vont voir c'est où qui max out, puis c'est quel groupe musculaire qui fait défaut à ce moment-là. OK. Puis après, ils vont baser l'accessoire pour être capable, justement pour que ça connecte avec l'athlète, qui disent regarde, tu t'es penché trop vers l'avant, ça veut dire que tu as, exemple, tes fessiers qu'on relâché ou tes érecteurs du rachis ou quoi que ce soit. Fait que ton accessoire, toi, ça va être ça. Puis c'est directement en lien avec qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que sinon, je vois l'autre côté où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire je vais aller me faire évaluer. Puis ils font, exemple, un functional movement screening ou peu importe, là, quelque chose, je veux dire, qui a aussi. Fait que c'est quand qu'on utiliserait lequel? Ouais. Bien, ça dépend de ton temps puis le budget que tu es prêt à investir dans ton entraînement, là. Ça c'est sûr. Mais moi, je crois que c'est quelque chose qu'on, malheureusement, avec
le monde, avec les cours de groupe, pas tout le monde le fait. Moi, je crois vraiment que tout le monde devrait être screené. Là. Puis monsieur, madame, tout le monde, surtout qui reviennent d'un gros congé, ils doivent avoir un screening. Puis j'en fais justement en physio là, pour ça. Tu sais, t'évalues articulation par articulation, mais tout part par le mouvement. Oui, si je comprends l'opinion de loader le mouvement pour l'évaluer, mais monsieur, même tout le monde, tu peux assez spotter des trucs juste en unloaded hinge, un unloaded squat, puis mettre les bras dans les airs, là. Juste avec ça, tu peux voir plein de choses. Puis oui, un état plus expérimenté, tu le filmerais sous fatigue, puis tu checkerais d'autres composants, parce qu'on CrossFit en standard, on est toujours sous fatigue, là. Mais quelqu'un qui commence en entraînement de groupe, monsieur, même tout le monde, juste avec des mouvements de base, puis après des screenings, articulation par articulation, contrôle, stabilité qu'on peut faire, peut te donner beaucoup d'indications. Puis si cette personne-là a son petit programme d'accessoires qui va prendre 15-20 minutes, mais ils savent leur exercice puis tout, sans être trop individualisé, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui vont se répéter dans un cours de groupe, c'est là que ça peut vraiment bien rentrer dans un filler ou dans un 15 minutes après le cours ou avant le cours, en warm-up. Fait que tu sais, oui, l'esprit de groupe, tout le monde fait la même chose, mais quand même, il y a quand même des variantes qui sont quand même possibles à mettre. Il faut juste que la personne sache quoi ses mouvements, pourquoi elle les fait. Puis, Une des choses, en fond, c'est d'éduquer la personne. Oui. Parce qu'après ça, par exemple, si on fait des deadlifts, puis que toi, tu as besoin de, je sais pas, travailler, de relever les fesses un peu plus pour engager plus la chaîne postérieure, versus moi, j'ai besoin de travailler plus mon clean pull. Fait que je vais peut-être baisser les fesses un peu. On fait le même mouvement, mais dans le fond, on fait pas exactement la même chose, qu'on a la connaissance de qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. C'est ça. Puis ça fonctionne avec quelqu'un qui est bon. Comme tu dis, quelqu'un qui débute. C'est sûr. Comme nous, on a commencé un programme débutant, à chacun son rythme. Tout ça, eux autres, il y a plus besoin justement de regarder avant même qu'il bouge, est-ce que c'est une bonne idée d'y faire un burpee, tu sais? Non, mais c'est ça. C'est ça. Puis ce que j'adore, c'est que chaque mouvement est modifiable. Genre, même pas pour juste éviter de le faire, mais le même patron de mouvement, soit on limite l'amplitude, on limite la distance que tu parcours. Puis c'est la clé là, au début. Avant, c'était comme tout le monde snatch, tout le monde fait des burpees, en old school, CrossFit, on faisait tout un peu ça. Là. Mais je pense que c'était un peu parce qu'avant, on attirait des gens athlétique. Qui était déjà athlétique puis déjà efficace. Tu l'as dit toi-même. Je me suis entraîné quasiment 1 an avant d'y aller. Ouais. Non, mais c'est vrai. vrai. Quand t'arrivais, t'avais déjà une capacité. J'avais mes strict pull-up, c'est ça. Tu connaissais ton back squat, tu connaissais ton deadlift, tu connaissais, tu sais. C'est vrai. Là, on a des gens qui arrivent parce qu'ils ont entendu dire que c'est une façon intéressante d'être en forme. Puis tu leur demandes leur background, ils ont peut-être 0. C'est là qu'il faut se dire, OK, mais on va peut-être commencer sur le continuum, on va peut-être commencer à l'étape 1. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est un petit shift. Mais il faut juste identifier quelle personne va là, puis on peut placer les pions après. Si on regarde au niveau genre de la... Fait que ça pour le début, 100%. Si on regarde au niveau de la performance, fait qu'on a des gens qui sont déjà efficaces. Sauf que par définition, ils sont déjà efficaces parce que souvent, si je prends moi comme exemple, on a appris à compenser aussi. Là. On est vraiment efficace par rapport au corps qu'on a. On n'est pas nécessairement efficace par rapport à la biomécanique parfaite genre du mouvement. Genre rattraper son clean en shiftant légèrement un pied vers l'arrière parce qu'on a moins de mobilité de la cheville. Ou genre, ça, j'ai vu ça beaucoup mettons, là. Mais comment on rentre dans le fond? Parce que tu sais, il y a un gap. Il y a un gap, puis il y a aussi genre un diminishing return versus, tu sais, si t'as pas illimité de temps, il y a beaucoup de gens qui prennent, à mon avis, la mauvaise approche, qui vont juste dire, je vais juste continuer à mettre plus lourd. Ça, je suis d'accord, c'est pas nécessairement bon. Mais d'un autre côté, à cette personne-là, si tu lui dis non, arrête de le faire jusqu'à temps que c'est parfait, puis fais juste travailler à 50%, il y a des chances que tu le perdes. C'est ça. Fait que, comment tu ramènes les gaps un peu avec quelqu'un qui est déjà efficace? T'es pas... Ouais. Mais tu sais, premièrement, en le screenant, il faut identifier si tu as un problème, de quelque chose articulairement qui ne fonctionne pas bien. Parce que ça, tu peux mettre n'importe quel poids que tu veux là-dessus, bien, le mouvement ne changera pas si quelque chose ne bouge pas bien. Ou si un problème d'apprentissage moteur, comment la personne bouge. Fait que si tu le unload versus si tu le load, est-ce que son mouvement change? Puis ça, tu serais surpris à quel point qu'on voit des affaires juste avec le mouvement unloaded. Puis si le mouvement cloche juste dans la partie genre air squat, admettons, ben c'est impossible de penser que justement en mettant plus lourd, ça va se modifier. Donc là, ça dépend dans ce continuum où il se situe. Mais à chaque fois qu'on travaille une partie admettons, il y a un problème articulaire, il faut renforcer le patron de mouvement. Le patron de mouvement n'a pas besoin d'être un clean à 100% de la capacité. Non. Ça peut être au début, oui, ça peut être des box clean ou des clean power ou des squats, mais toujours avec la partie de on a changé le point de base avant de l'intégrer. Si on construit avec ce système-là de avant-après tout le temps,
là, on peut voir des progrès à long terme. Mais réapprendre un mouvement qu'on fait depuis 10 ans prend du temps. Puis il y a aussi ça, Mais il faut checker avant si. Fait que la personne qui nous écoute, exemple, peut regarder, OK, moi j'ai du mal à faire mon power clean, mais là, à 50%, regarde si ton mouvement est d'une meilleure qualité. Si le mouvement est d'une meilleure qualité, peut-être que c'est parce qu'il va trop rapidement lourd. Techniquement, tu sais, qui fonctionne pas. Puis il peut repenser à cette technique, puis peut-être faire un. Des slow-mo, des analyses vidéo. Peut-être il peut s'améliorer juste en réduisant le mouvement. Ouais, La charge, pardon, pas le mouvement. Là. Puis par contre, si en mettant 50%, genre son mouvement est aussi, on va dire, mauvais au niveau biomécanique, il y a des bonnes chances qu'il faudrait qu'elle se fasse screener. C'est là que ça serait une très bonne idée. Screening, mobilité, en même temps, à travers un mouvement d'haltéro, c'est tellement technique. C'est son premier pose, c'est son deuxième pose, c'est la partie de quelle partie du lift. Puis ça, oui, ça peut être aussi simple que, moi j'en vois souvent en CrossFit puis en physio, si quelqu'un manque de rotation interne à l'épaule, tu pourrais lui dire à 100% de garder 100 fois, genre, garder la barre proche, mais il peut pas, physiquement, parce que son épaule va ici. Donc là, il va sauter en avant. Là, tu sautes en avant, tu sautes en avant, tu sautes en avant, puis là, il se fait dire depuis 4 ans qu'il saute en avant. Mais si une épaule fait ça comparé à l'autre, ben c'est sûr qu'il va sauter en avant. Donc il y a ça aussi à voir si c'est un problème, c'est ça. Mais c'est là, en fait, ce serait très bon d'aller voir. C'est toujours bon. C'est toujours bon, mais toujours bon. Là, ce serait comme une priorité. Ouais, c'est ça. Si en modifiant, puis avec tous les trucs coaching, ça fonctionne pas, il y a des bonnes chances que là, ça sert à rien de rajouter. Mettons même si on a juste 1 heure d'entraînement par jour, 4 fois par semaine, ça serait bon de enlever une de ces heures-là pour aller voir un physio justement pour screener, parce que sinon, de toute façon, on va plateau à cet endroit-là, absolument. OK, ça, c'est cool à savoir, puis pour que les gens puissent un peu pas s'auto-traiter, là, mais s'auto-diagnostiquer de genre, c'est quoi mon étape? Genre, aller faire, c'est quand j'ai besoin d'aller voir un expert, c'est quand que, peut-être ici, je peux juste écouter le coach. Ouais. Comme par exemple, tu sais, on fait un back squat, puis mon tronc se rend vraiment en avant, là, comme je penche vraiment beaucoup. Dans ton air squat, tu fais la même chose. Dans ton goblet squat, tu fais la même chose. Si ça fait ça dans ton goblet squat, il y a peut-être de quoi qui cloche. Parce que c'est plus que des trucs coaching qui vont t'aider. Mais si ton goblet squat il est parfaitement droit, t'as aucune douleur, puis tout, t'as juste mal au dos quand tu fais des back squats, peut-être plus musculaire, développement musculaire, check. Peut-être un peu de renforcement, c'est ça. peut-être. Un peu de trucs accessoires que tu peux ajouter à la routine. Cool. Est-ce que tu as des ressources externes que les gens ils peuvent utiliser, justement, comme des banques d'exercices accessoires, Je pense pas que ce serait une bonne idée de dire aux gens qu'ils peuvent se screener eux-mêmes. Là. C'est pas ça que les gens comptent la profession. Mais par contre, est-ce que ce serait problématique pour quelqu'un qui écoute ça, qui est comme, tu sais quoi, j'aimerais ça essayer quelques mouvements accessoires en même temps que mon back squat. C'est où qu'il pourrait aller chercher cette information-là pour commencer à aller dans la bonne direction? Premièrement, il faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines d'exercices accessoires sur Instagram. Tout le monde veut faire un exercice accessoire, puis c'est cool à mettre en ligne, premièrement. Il faut vraiment savoir que le bon exercice va activer la bonne chose pour vous. Idéalement, il faudrait toujours avoir un screening de base, puis regarder comment les épaules bougent, comment tout ça, parce qu'il faut juste target les bons muscles. Ça, c'est premièrement. Mais si quelqu'un veut s'auto-diagnostiquer, moi, j'aime. Peut-être pas s'auto-diagnostiquer, mais genre, commencer à voir s'ils arrivent à rentrer ça dans leur entraînement avant d'aller voir. Moi, j'aime vraiment The Barbell Physio. OK. Instagram, à côté, son site, il y a des centaines de blogs, des vidéos qui regardent souvent, tu sais, genre hip pain during squat, ou genre, tu sais, your squat does this form changes. Fait que là, tu sais, c'est en anglais évidemment, mais tu sais, ça, c'est une très bonne ressource en ligne. Barbell Physio. Moi, j'ai appris beaucoup de Zach. J'ai même pris des formations avec lui aussi pour compléter ma certification d'être spécialisé dans le CrossFit. J'ai fait d'autres choses aussi. Puis j'ai appris beaucoup de cette gang-là, de ce groupe de professionnels. Ça, c'est vraiment cool. Squat University, tu regardes ça des fois aussi? Squat University, c'est super. Il fait super une bonne job. Aaron, il fait une vraiment bonne job de simplifier toutes les pathologies qu'on peut avoir dans un squat. Puis oui, il y a quelques exercices accessoires sont moins. Il est beaucoup plus théorique, puis c'est des bonnes lectures. Si t'es vraiment intéressé, si t'es sûr que t'as une blessure, puis savoir en plus auto-screener encore une fois. Mais c'est intéressant, c'est de l'information, puis il y a plus d'éducation qu'on peut expliquer, le mieux que c'est. Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a du monde qui dit n'importe quoi aussi en ligne. Exactement, c'est pour ça que je te demande si tu as ça. Fait que ça serait deux go-to que les gens peuvent commencer de façon sécuritaire, mettons, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Après, comme tu as dit un truc important, c'est que tout le monde fait. C'est la mode, l'accessoire. Si t'as pas un programming qui a de l'accessoire, c'est pas bon. Fait que ça serait quoi la définition d'un bon exercice accessoire? Parce que je te donne un exemple. Puis sans dire que ça, c'est pas bon, mais est-ce que je devrais acheter le livre genre de Thunder Bro,
sans genre finisher à la fin, sans pump finisher. Pas parce que. Mais, puis que je pense que ça, c'est sûr que vu que j'ai un peu mal à l'épaule, je vais utiliser tous les finishers qui renforcent l'épaule, puis genre, ça va régler mon affaire. Versus commencer à m'auto-éduquer avec, exemple, les ressources que tu as données, commencer à aller me faire consulter par un professionnel pour targeter exactement c'est quoi qui est bon. Ce serait quoi la différence entre. Parce qu'eux, ils appellent ça que c'est de l'accessoire aussi. Ouais. Puis dans la plupart des gyms, on va dire, OK, c'est la partie accessoire, on fait 21 bicep curl, 21 tricep extension. Comment on pourrait définir comme un mouvement accessoire qui améliore la personne vraiment? Ouais. Premièrement, ça dépend des objectifs de la personne. Si l'objectif de la personne, c'est d'être beau sur la plage, avoir des gros biceps triceps, les biceps triceps accessoires en fin de training, c'est la meilleure option à aller. Si c'est quelque chose en termes de douleur, là, ouais. C'est sûr que là, en faisant tous les accessoires du monde dans l'épaule, soit que tu risques de t'aggraver, ou soit tu vas toucher la bonne chose puis l'améliorer après un certain nombre de temps. Mais en même temps, si c'est la mobilité que tu as besoin versus accessoires, ça se peut que tu builds un problème sur un. J'aime ça penser à comme un hardware versus un software, par exemple. Hardware, c'est comme de quoi que t'es comme, t'es fait d'une certaine façon, comme articulairement. Software, c'est comment c'est programmé en termes de qualité de mouvement. Si tu prends fond, tous les accessoires, ça rentre dans toute la qualité de mouvement, stabilité, toute cette partie-là. Si tu renforces sur un hardware qui n'est pas nécessairement optimal. Comme on parlait maintenant de quelqu'un qui n'arrive pas à physiquement bloquer son ou mobilité d'épaule, elle marche pas parce que de quoi qui bloque, ben tu fais juste augmenter la déficience. Fait que ça dépend aussi. Fait que là, c'est ça le danger avec les auto-screens des fois. Ça peut être un excellent exercice, mais il faut que tu règles de quoi en premier. Ouais. Fait que pour revenir à la question, parce que je me parle des fois, le meilleur exercice, c'est la meilleure chose pour, selon le problème de la personne. Fait que moi, je pense pas que c'est une bonne idée de juste choisir n'importe quoi. Là. Puis, c'est ça, il faut vraiment essayer de target qu'est-ce qui est le meilleur bang pour your buck possible, là, selon tes Je pense que dans le fond, si on repart encore aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cours de groupe, le point qu'on peut se rappeler que tu as dit qui était vraiment important, c'est qu'il faut s'auto-éduquer aussi. On peut s'éduquer en allant voir justement un physio. Ça, c'est une des grosses parties de l'éducation. On peut s'éduquer en allant des formations, justement comme le squat therapy, aller faire des formations si on veut. Parce que comme ça, après, quand on se retrouve dans le cours, et qu'on a besoin de faire des dumbbell rolls, comme tu dis, l'exercice peut être excellent comme il peut être très mauvais, dépendamment de la personne, mais au moins la personne a la conscience de OK, mais pour moi, c'est pas tant d'utiliser très lourd, mais c'est de m'assurer genre de rester en rotation externe, mettons, ou c'est de m'assurer comme ça il peut rajouter dans l'exercice qui est cookie cutter pour tout le monde. Oui, sa variante à lui. Qui devient sa variante à lui. Parce que dans le fond, tout le monde pourrait faire n'importe quel exercice accessoire tant qu'il la rende sa version à lui. C'est ça, oui. Ouais. Puis la seule façon de faire ça, c'est qu'on ne peut pas reposer juste. C'est là qu'il y a la limite du coach, dans le coach en groupe. C'est sûr. C'est que lui, il va dire OK, ben, le dumbbell row, voici la façon de le faire. C'est cookie cutter, genre pour au moins pas se blesser. Mais c'est pas nécessairement la façon à faire pour que toi, ton épaule soit plus forte. C'est sûr. Moi, mon dorsal, genre, s'engage. Lui, genre, on supraépineux fasse sa job. Ouais. Mais il y a aussi, à partir du coach, sans rentrer dans le monde, parce que tu sais, la ligne est des fois, sans traiter la personne dans son cours, il y a quand même des screenings de base puis des mouvements que lui, il peut faire checker sur un membre vite, tu sais, des tests de screening de mobilité d'overhead, des choses comme ça. Puis, tu sais, nous, je peux en montrer à des coachs, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est des affaires juste de base qui indiquent c'est-tu plus mobilité, c'est-tu plus stabilité, sans mettre les mains dessus, là, juste pour comme regarder comment la personne bouge. C'est très sommaire, mais juste ça, on aura une idée de OK, dans quelle catégorie tu fais. Puis si l'épaule bloque, admettons de même, ben les push press puis des push jerk à faire ça dans un workout, peut-être pas la meilleure chose. Il peut même avoir mal au dos parce qu'il va devoir compenser comme ça parce qu'il bloque ici. Peut-être qu'il faudrait que tu utilises un dumbbell léger. Peut-être qu'il faudrait que ou changer de mouvement. J'aime d'ailleurs les landmine press, par exemple. Oui, exact. Une chose qu'on fait vraiment souvent aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, ici avec les professionnels avec qui on travaille, c'est souvent quand on envoie... assez souvent, on dit au coach s'il y a un problème que justement on ne sait pas régler, de référer pour les encourager à aller justement consulter puis que ce soit un peu plus spécifique à leurs besoins. Puis après ça, on leur demande s'ils sont d'accord que ce professionnel-là communique avec l'équipe de coach. Ben regarde, cette personne-là, c'est le problème, c'est overhead en narrow grip. Fait que tout ce qui est snatch, c'est correct si ça reste à tel pourcentage de son max puis qu'il y a une rotation externe, exemple.
Puis tout ce qui est shoulder press, tout ça, pour le moment, c'est non. Ça pourrait être du incline bench, ça pourrait être des line press, ça pourrait être... Ça, est-ce que tu as commencé à travailler un peu avec ça? Parce que je pense que c'est un peu un missing link, parce que des fois, les gens, ils s'en vont se faire traiter. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance, ou screener. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance, comme on dit, qu'il faudrait qu'ils aient. Fait qu'ils enregistrent peut-être un peu le mauvais message. Ils enregistrent, Nick m'a dit de plus jamais rien faire au-dessus de la tête. Puis, non. À mon avis, c'est pas ce que tu lui as dit. Tu lui as sûrement dit, regarde, en ce moment, tu as une limitation physique, puis on va essayer de développer ça pour que tu sois capable de le faire. Mais lui, il a enregistré, fais-le pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, après, pour finir... Ouais. Non, c'est un super bon point, ça. Puis justement, moi, c'est pour ça que je vais être physio, là. C'est de bridge the gap, là. Puis moi, je fais ça, là. Je fais le lien entre les entraîneurs puis le coach. Puis moi, mes meilleurs... Je veux être ami puis je veux être proche des entraîneurs. Parce que si on est toujours sur la même longueur d'onde, ça va vraiment être bon pour le client. Puis moi, ce que j'offre à des clients, après la première évaluation, s'ils le désirent, c'est un programme d'accessoires justement personnalisé sur ça. Puis justement, là-dessus, je mets toutes les modifications nécessaires de workout. Puis le fait que je fais du CrossFit depuis 7 ans, j'ai quand même compétitionné beaucoup, je connais les mouvements. OK? Puis je sais quelle variante de quel mouvement ils ne peuvent pas faire, mais lui a accès à ça en tout temps. Puis une affaire que je prends beaucoup durant mes évaluations, c'est beaucoup d'éducation. Je passe du temps avec la personne. Je passe une heure avec chaque personne que je vois. Puis c'est vraiment pour lui expliquer, pour être autonome lui-même. Puis check, t'es rendu là, ton épaule a telle condition, on va renforcer de telle façon. Puis pour les prochains 2-3 semaines, voici les variantes que tu vas faire. C'est rare là, que je vais faire aucun mouvement. Il y a tout le temps un angle ou un ROM restrictif qu'on peut entraîner le mouvement. C'est juste pas complètement dans une direction. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut l'entraîner. Puis ça, je fais vraiment l'emphase pour faire, je focus sur qu'est-ce que la personne peut faire et non qu'est-ce qu'il peut pas faire. C'est toute la différence quand tu regardes des athlètes. Là. Je pense que c'est pas nécessairement 100% nécessaire, mais ce serait une bonne idée de se poser la question, parce que comme tu as dit, tu fais du CrossFit depuis longtemps. Nous, les Kiowa ici, même chose, ils font du CrossFit depuis longtemps. Est-ce que votre thérapeute fait du CrossFit ou du moins s'entraîne? Ça pourrait être une bonne chose, parce que si vous voulez continuer à vous entraîner, c'est vraiment beaucoup plus intéressant de se faire dire, ben regarde, dans ton clean and jerk, je te conseille de te placer de telle façon, de rester à tel pourcentage, versus quelqu'un qui te dit, lève pas de charge. Ben oui. Parce que tu as un problème de rotation, quelque chose comme ça, tu sais. Ou, tu sais, on va limiter au clean pull puis au snatch pull pendant un moment jusqu'à temps que ça aille mieux, mais au lieu de te dire, touche pas une barre. C'est ça, absolument. C'est ce qu'on entendait beaucoup avant. Vraiment. Puis, c'est pour pas blâmer les autres professionnels, c'est juste qu'ils savent pas. C'est ça. C'est pas leur monde, c'est pas leur mode de vie. Puis, à leur défense, ils vont juste être plus safe que sorry. Puis c'est correct. Mais quand quelqu'un fait un sport en particulier, si c'est quelqu'un qui joue au hockey, c'est quelqu'un qui... le même contexte s'applique pour le CrossFit, c'est tellement complexe. Un physio, puis ça, j'ai une opinion un peu sérieuse là-dessus, là, mais quelqu'un qui ne s'entraîne pas, sérieusement, je m'en fous d'être un athlète des games ou non, c'est pas rapport, mais quelqu'un qui connaît le sport, si tu connais pas le sport, tu ne peux pas dire que tu peux traiter les athlètes de CrossFit. Puis, il y a beaucoup, je ne vais pas nommer les noms, mais il y a beaucoup de cliniques qui se prônent les experts en physiothérapie du CrossFit, mais ils en font pas. Ils en font pas. Puis, je suis sûr que tu leur demanderais, puis si leur squat, c'est triste, là, mais si tu peux pas faire un squat ou un overhead squat, mais tu devrais pas traiter un athlète qui fait un overhead squat. Puis, tu sais, je suis très direct là-dessus, puis disagree si vous voulez, ça c'est correct, là. Mais ça, c'est mon opinion, là. Puis, je suis très direct avec ça parce que ça me fâche sur des sens que, mais pourquoi penses-tu être un expert si t'en fais pas? Puis le CrossFit, c'est différent. Il faut que tu fasses partie de ce monde-là pour vraiment comprendre la réalité. Je parle pas d'être un athlète compétiteur élite, mais il faut qu'il y ait... Comprendre la difficulté de faire un overhead lunge quand t'es fatigué. C'est ça. Puis c'est pas traiter la personne facile. Pareil. C'est ça. Non. Parce que tu comprends que, peut-être en situation... Dans la clinique, quand il est reposé, son rythme cardiaque est à 70, il est capable de le faire bien, mais tu sais que c'est instable puis que s'il fait un workout de 30 minutes, genre ça va fucker la patente. Tu vas pas lui donner la même recommandation. Non, c'est ça. Puis moi, je suis capable de dire, hey, t'arrives dans ton WOD à AMRAP 12 à minute 8, là, switch en front rack lunge. Ça va être correct. Tu vas t'entraîner, tu vas avoir un bon training effect, puis juste pour l'instant... Ou assez pour dire, la première moitié fait le mouvement, puis l'autre moitié slack. Juste pour bâtir du volume, parce que c'est pas du 0 à 100 tout de suite. Il faut build une capacité aussi. C'est ça la réadaptation aussi, c'est du progressive load over time. Ouais, fantastique. Fait que ça serait, si on
si on résume un peu ce qu'on a dit, une des grosses composantes, je pense, du podcast, puis ce serait même peut-être le titre, ce serait « Faut absolument s'éduquer ». Oui. Avec les bonnes ressources. Avec les bonnes ressources. Quand on dit s'éduquer, c'est pas nécessairement s'auto-éduquer ou est-ce que on parle de... Genre, vous devez tout lire sur Internet puis le savoir juste tout seul. On parle vraiment de... Aller voir un professionnel, ça c'est une bonne façon de s'éduquer. Oui. Aller voir un professionnel qui lui-même est éduqué dans votre sport, fait comme ça il pourra encore plus vous éduquer dans sa profession. Vraiment. Puis de trouver du temps pour faire les exercices accessoires, c'est pas nécessairement genre 1 heure de plus. Non. On sait qu'on peut le faire dans les journées de force entre. On sait qu'on peut le faire En finisher. en finisher. Il y a peut-être des choses qu'on peut même faire genre dans les journées off, comme tu dis. Fait que c'est pas impossible, puis ça rentre dans la journée. Puis après ça, que si on est dans un monde de cours de groupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les cours de groupe, c'est encore plus important de savoir, nous, c'est quoi nos deficiencies, c'est quoi nos faiblesses, pour que comme ça, quand il y a une partie accessoire qui est un peu un cookie cutter ou qui est un peu genre, c'est bientôt le printemps, fait qu'on va avoir l'air beau dehors, ben nous, on est capable de peut-être, au lieu de juste pomper le plus de bench, être comme, ah ouais, moi, il faut que je travaille sur la stabilité de mon épaule, il faut que je pense à rentrer mon coude, puis il faut qu'il touche là. Ou au contraire, il faut que je pense à être à 45 degrés, ou il faut que je pense à utiliser. Parce qu'on a la connaissance, fait que là, tout d'un coup, ça devient presque un cours privé dans le cours de groupe. Oui, vraiment. Puis, le dernier truc, c'était le lien de ne pas hésiter, genre d'être justement de... Si vous êtes entraîneur, puis que demandez à vos clients, dans le fond, c'est qui les traite, puis si vous pouvez communiquer avec cette personne-là. Puis, dans le fond, si vous êtes dans le personnel traitant, ben, faites partie de la solution. C'est peut-être parler à votre client pour dire, est-ce que ça te dérange si on communique à ton entraîneur ou si je lui écris une note? Ça peut être vraiment facile. Tu sais, des fois, ils n'ont pas le temps de téléphoner. Là, vous travaillez beaucoup. Là. Est-ce que je peux écrire une note puis tu vas la donner à ton entraîneur? Puis sur la note, demander qu'il y ait, exemple, les variations. Vous n'avez pas le droit de faire de overhead, exemple, mais ce serait quoi les variations que lui propose? Même les exercices accessoires qui, de temps en temps, pourraient remplacer snatch, bench, tout ça. Oui, mais ça passe, oui, autant par le coach, mais en priorité par le client en tant que tel. Fait que c'est lui, il arrive éduqué, puis il arrive à son cours, check, je sais ça, j'allais dans mon programme, j'allais en ligne. C'est pour ça que je le fais de même. Je sais directement qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Puis il comprend aussi pourquoi. C'est ça. C'est pas juste comme, ah, mon physio m'a pas dit de le faire. Ouais, exact. Cool. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez trouver Nick, qui est local pour ceux qui nous écoutent ici, là, à Blainville, t'as la clinique à DECA, hein? Dans le fond, oui, c'est ça. J'ai loué un bureau à DECA. C'est Rehab to Perform. Fait que j'ai une page Facebook Rehab to Perform. Vous pouvez me contacter là-dessus pour prendre rendez-vous. J'ai aussi un lien de rendez-vous là-dessus sur la page Facebook. Vous pouvez aller puis booker tout ça. Puis n'hésitez pas à me demander des questions. Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre aussi. Des fois, si vous habitez loin, peut-être qu'il y en a un collègue genre à Québec, parce que tu as étudié à Québec. Oui, j'ai étudié à Québec. Je connais beaucoup de personnes aussi. Ouais. Il peut vous référer potentiellement des gens qu'il connaît qui pourraient travailler avec vous si vous écoutez un peu plus loin. Oui, autant à Québec, j'ai des contacts au Saguenay aussi, si jamais vous êtes de là aussi. Puis non, je connais un beau petit réseau de personnes qui peuvent vous aider avec ça. Yeah. Ah, c'est le fun.